Bonjour à tous. Nous sommes, le compteur commence à augmenter tranquillement. Nous sommes plus de 200 pour l'instant connectés sur ce troisième webinaire, donc l'édition des rendez-vous TPE-PME et des associations de Nouvelle-Aquitaine qui se déroule, je vous le rappelle, tous les mardis et tous les vendredis à 14 heures. Exceptionnellement aujourd'hui, il durera 60 minutes. Ce webinaire, je le rappelle également, donc, est organisé par l'ensemble des partenaires du territoire des têtes de réseau, la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, la Chambre des métiers de la Gironde, la Chambre d'agriculture, le MEDEF Gironde et Nouvelle-Aquitaine, la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine, l'Union des entreprises de proximité, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, donc au niveau Gironde et niveau Nouvelle-Aquitaine, la CAPEB Nouvelle-Aquitaine, la Fédération nationale des transporteurs routiers, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'association l'INAE, Insertion par activité économique, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, le CJD 33, la Jeune Chambre économique 33 et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le CESER. Nous avons des invités aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir donc Thibaut Guilhuy qui va nous faire cette ouverture. Donc, nous allons avoir un contexte national pendant un quart d'heure. Je rappelle que donc Thibaut Guilhuy a été donc président du Conseil à l'inclusion dans l'emploi et qu'il est aujourd'hui au commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises auprès de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Donc, il connaît bien tous les sujets que nous traitons et sans perdre de temps, cher Thibaut, je vous donne la parole pour nous dire un peu tout ce qui se passe au niveau national. Merci beaucoup Frédéric. En tout cas, ravi et puis merci de l'invitation. Et puis j'ai d'abord envie de vous dire aussi bravo pour cette initiative et puis la présence aussi finalement de la grande famille des entreprises, puisque vous avez manifestement rassemblé large tous ceux qui entreprennent en Nouvelle-Aquitaine. Et puis avec vous et à vos côtés aussi tous ceux qui dans les pouvoirs publics, dans l'administration sont à vos côtés pour pouvoir traverser ce moment particulier, historique, particulièrement difficile pour le pays et puis évidemment pour les entreprises. Peut-être ce que j'ai envie de vous dire, c'est finalement décliner un petit peu le principe de solidarité sur trois leviers qui sont probablement trois leviers qui ont été initiés et qui irriguent, on va dire, un petit peu la réflexion du gouvernement. La première des solidarités, c'est la solidarité de la nation et de l'État vis-à-vis des entreprises, et notamment des petites entreprises et associations que vous représentez. Et dès le départ, le président de la République l'a dit dans sa première allocution, et toute la politique et puis toutes les actions qui sont menées par Muriel Pénicaud et puis les autres ministères, et a pour clair objectif de faire en sorte que nous puissions passer cette période de confinement, cette période d'urgence sanitaire, en faisant en sorte de préserver l'ensemble des entreprises, le maximum d'entreprises possible, et puis aussi évidemment tous les emplois, voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas tous ces licenciements qui peuvent avoir lieu d'ailleurs dans d'autres pays. C'est d'autres choix qui ont été faits et qui ont pu avoir eu lieu dans les crises précédentes. Je pense notamment à la crise de 2008. Donc ça, c'est notre première préoccupation et c'est comment on est à vos côtés pour ça. C'est l'activité partielle qui a été complètement revue dans son principe pour vous accompagner jusqu'à 4,5 SMIC. Mais je pense que vous aurez l'occasion d'échanger avec nos interlocuteurs de l'ASP des directs qui sont mobilisés à vos côtés là-dessus. C'est le fonds de solidarité pour les entreprises. C'est toutes les mesures qui ont été mises en place, batterie de mesures qui ont été mises en place aussi par la BPI, le ministère de l'économie sur le soutien au crédit bancaire ou la possibilité de faire du report de crédit bancaire, de report de paiement de loyer, de charges avec l'URSSAF, d'EDF, etc. Enfin, cette batterie de mesures qui font que même si le moment est très difficile, ça peut permettre de passer cette crise. Évidemment, tout ça, c'est pas. On a bien conscience que c'est pas encore suffisant. La première des choses, c'est qu'il faut réussir ensuite, après d'ailleurs, à le mettre en place de façon opérationnelle sur le terrain. Et donc là, c'est tout l'enjeu de réadapter complètement notre système à cette nouvelle réalité.
Donc, on essaye de le faire, de répondre en circuit court le plus rapidement possible, parce que nous savons bien que le temps de la PME, de la TPE, de l'association n'est pas un temps long, surtout dans la crise, mais on est au jour le jour, on est à la fin du mois pour payer les payes. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que l'administration et puis les services sont orientés à vos côtés. Donc, ça, c'est la première des choses. Et je trouve que c'est intéressant à travers vos webinaires aussi de nous remonter finalement entre l'intention et ce qu'on vous annonce et ce que vous vivez sur le terrain. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui, ça y est, trouve, je dirais, permet d'atteindre son objectif, et puis probablement aussi, évidemment, tous les trous dans la raquette, tous les dysfonctionnements qu'on peut encore rencontrer pour qu'on puisse s'inscrire dans cette logique d'amélioration continue avec les services de l'État. Ça, c'est cette solidarité de la nation vis-à-vis des entreprises, et évidemment, c'est quand même des budgets très, très conséquents, hein. Rien que pour l'activité partielle, là, on parle de déjà 20 milliards d'euros, les budgets pour le soutien aux banques et donc au crédit des entreprises, c'est 300 milliards d'euros, etc. Donc, je vais m'arrêter sur la litanie des chiffres, mais c'est pour vous dire que face à une crise sans précédent, on y met des moyens sans précédent pour être à vos côtés. La deuxième solidarité, je pense qu'elle est des entreprises avec les entreprises elles-mêmes. Parce que, en fait, c'est comment, en se serrant un petit peu les coudes, en ayant une attitude chacun les uns les autres les plus responsables possibles, puisque tout ça, en fait, c'est une chaîne. L'économie est une chaîne de relations entre des entreprises et d'autres entreprises, entre des clients et puis des fournisseurs, des locataires et des bailleurs, ou etc. C'est comment chacun prend sa part et chacun va être attentif à ce que ces parties prenantes, les entreprises qui sont à côté, les bailleurs qui sont à côté, tout particulièrement les plus petites entreprises qui parfois n'ont pas la même solidité pour pouvoir traverser la crise, vont pouvoir bénéficier de l'attention, je dirais, des comportements responsables et bienveillants de chacun de nous. Et je pense à l'attention qu'on doit avoir dans le dialogue social, je pense à l'attention qu'on doit avoir dans la discussion pour pouvoir adapter ces échéances de loyer ou de factures. Je pense à beaucoup d'entreprises qui ont été attentives, par exemple, à sécuriser les délais de paiement fournisseurs, voire même de temps en temps qui les ont accélérés pour les plus petites entreprises. Et donc, c'est toutes ces pratiques-là qui font que collectivement, nous avons beaucoup plus de chances de sortir positivement de la crise si chacun a conscience que pour se sauver lui-même, il faut qu'il soit attentif à soutenir ses voisins, parce que vous savez bien, tous entrepreneurs ou responsables associatifs que vous êtes, qu'on ne peut prospérer, qu'on ne peut développer ces initiatives que dans un écosystème qui lui-même peut prospérer et peut en tout cas se maintenir. Donc, c'est aussi l'esprit qu'on porte au ministère du Travail et puis à travers les webinaires de la France Une Chance, dont vous êtes une merveilleuse dérivée dans la Nouvelle-Aquitaine, de cette solidarité de la nation vers les entreprises, solidarité entre les entreprises, solidarité et responsabilité. Et puis le troisième point, parce que vous l'avez souligné dans ma vocation, dans la vocation de mon haut commissariat, j'ai été nommé dans des conditions particulières, hein, parce que j'ai été nommé en Conseil des ministres au moment même, au même Conseil des ministres qui décidait des lois d'urgence dans ce contexte-là, pour bâtir et accompagner en fait l'économie à bâtir une société plus inclusive. Et on a deux façons de pouvoir voir cet enjeu, soit en se disant qu'on va sortir de la crise, en se disant on va d'abord protéger, on va se contenter juste de protéger nos entreprises et puis les personnes qui sont déjà salariées dans nos entreprises, et ça va être déjà un sacré challenge, mais le fait d'accepter de laisser prospérer une société dans laquelle finalement on a quand même des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui, compte tenu de leur fragilité, parfois, compte tenu de la diversité, de la singularité, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, se retrouvent en dehors du jeu, mises sur le bord du chemin. C'est aussi probablement ça qui peut contribuer à fragiliser nos sociétés, à fragiliser notre économie, à rendre plus difficile notre capacité à affronter parfois les crises comme celle que nous affrontons. Et donc, ce devoir de solidarité de la nation vers les entreprises doit
se nourrir aussi dans la capacité des entreprises. Et je sais que vous, tout particulièrement, vous êtes déjà dans cet ADN-là, mais que c'est aussi les entreprises qui irriguent et qui ont cette capacité à irriguer les solidarités sur un territoire et évidemment à travers tout le pays. Ça se traduit par une multitude d'initiatives, d'engagements que vous portiez avant la crise, que vous mobilisez aussi pendant la crise. On le voit bien, pas une journée ne se passe, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, avec une nouvelle initiative pour fabriquer des masques, pour trouver une solution aux hôpitaux qui manquent de surblouses. Ce matin encore, j'étais avec des entreprises, une entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui est spécialisée dans la découpe aéronautique et qui va se mobiliser pour participer à la fabrication de masques et surblouses, de gel hydroalcoolique, et puis plus globalement aussi ces initiatives qui ont fleuri et de façon absolument nécessaire entre les associations et les entreprises, sans se poser la question de statut, etc., mais juste en ayant toujours ce sentiment que dans ces moments de crise, on voit bien que les plus fragiles, si on ne vient pas les soutenir, eh bien, il y a quelque chose qui se rompt et qui peut fragiliser finalement tout le monde. Je pense aux initiatives en direction des personnes qui sont sans abri, en direction des personnes qui sont isolées aujourd'hui, notamment les personnes âgées ou les personnes malades. Et donc, je peux pas citer tout ce qui jaillit, mais il suffit d'ouvrir son Facebook, son journal ou le 20h pour voir que finalement, à travers cette crise, c'est aussi cette capacité de solidarité qui s'exprime, et qu'avec la France Une Chance, et puis avec le club que vous co-animez, Frédéric, avec ADECO, et ben vous pouvez finalement mettre en valeur les initiatives qui sont déjà mises en place, donner envie et donner quelques clés aussi pour passer à l'action. Alors peut-être pour terminer dans le concret d'ailleurs sur ces solidarités, avec la France Une Chance, au-delà évidemment de toutes les mesures gouvernementales pour venir en appui des entreprises et pour exprimer en fait cette capacité à s'engager des entreprises et le besoin que la société a de voir les entrepreneurs s'engager dans la société, on a lancé 4 initiatives. La première, c'est les masques résilience. Et les masques résilience, c'est un masque qui a été validé évidemment par les services de l'État, la Direction générale de l'armement, et qui va permettre de répondre aux besoins d'ailleurs de beaucoup d'entre vous, de TPE, de PME. Pas un jour ne passe sans qu'on reçoive des centaines de commandes d'entreprises qui ont des difficultés à assurer la protection de leurs salariés. Et donc c'est d'abord pour répondre évidemment à cette urgence-là que nous avons lancé ce mouvement-là. Mouvement qui a pour vocation de fabriquer très concrètement minimum, et j'espère aller au-delà, mais on est en voie de fabriquer plus d'1 million de masques lavables 20 fois. Ça veut dire que c'est l'équivalent quand même de la réception de 20 millions de masques chaque semaine, et 1 milliard d'usages uniques sur l'année, pour quelque chose qui n'existe pas il y a 15 jours de ça. Comment ça a été possible et comment c'est possible de faire cela? Eh bien, c'est pas de le faire seul, mais de travailler en fait en s'appuyant finalement sur les forces des PME de territoire. Donc, on a fait un appel en fait aux entreprises textiles, mais pas seulement, celles qui étaient capables d'adapter un petit peu leur système, et aussi toutes les entreprises sociales qui s'occupent des personnes en situation de handicap, qui s'occupent des plus fragiles, qui s'occupent des chômeurs de plus longue durée, avec une idée très pragmatique de répondre à l'urgence, mais aussi une idée plus symbolique, de dire que dans la crise, on a besoin de tout le monde, et que parfois face peut-être à l'un des premiers handicaps que rencontre le pays aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir protéger ses soignants, pour pouvoir protéger ses travailleurs à travers cette EPI qui est le masque, eh bien les personnes les plus fragiles, les personnes en situation de handicap pouvaient être justement cette réponse au handicap du pays, pour montrer que c'est collectivement en fait qu'on apporte une solution au pays, et je pense que cette symbolique elle est importante. Et puis la troisième chose, c'est de dire aussi derrière l'urgence que nous dit la crise et comment nous allons nous réinventer. Comme l'a dit le président de la République dans sa première allocution, et je pense que lundi il évoquera clairement un certain nombre de ces lignes de direction pour se dire qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit du système économique que nous avons organisé. Et où, avec ses forces, bien sûr, les progrès qu'on a pu construire, mais aussi ses outrances,
dans les optimisations, la recherche d'optimisation financière, sans forcément prendre en compte aussi les indépendances, les autonomies nécessaires, les prises de risques, l'enjeu évidemment écologique et puis l'urgence sociale qu'il y avait derrière. Et donc derrière résilience, c'est de montrer que les PME françaises sont capables de reproduire en France, de se remettre à produire en France. Et donc, mon commissariat et puis le ministère du Travail et le gouvernement vont accompagner toutes ces entreprises pour réapprendre, redévelopper et valoriser toutes ces PME et toutes ces entreprises sociales qui sont capables de relocaliser l'activité textile, et pourquoi pas aussi l'activité informatique, pourquoi pas les activités industrielles, pour que la France retrouve quand même une capacité à gérer évidemment des interdépendances et des coopérations économiques à travers le monde et à travers l'Europe, mais aussi retrouve sa souveraineté et sa capacité à créer de l'emploi localement là-dessus. Donc, résilience, c'est cette illustration. Et donc, évidemment, que vous soyez PME et que vous ayez besoin de masques, eh ben, c'est une solution et vous pouvez écrire à masquerésilience@gmail.com pour pouvoir commander vos masques dans la mesure où nous serons capables d'y répondre. Et puis pour celles et ceux qui ont envie d'apporter leur force de production, eh ben, de montrer que collectivement, cette économie coopérative, locale, inclusive, écologique, est de nature à pouvoir répondre aux défis de ce nouveau paradigme et de cette économie de demain. Voilà, je serai beaucoup plus rapide sur les trois autres possibilités, mais pour celles et ceux qui ont envie de s'engager, il y a une initiative que nous sommes en train de lancer pour les secteurs essentiels. Si vous êtes des PME qui êtes la deuxième ligne et qui permettez au pays de tenir, je pense notamment à l'agriculture, à l'agroalimentaire, à la santé, au médico-social, au transport, à l'énergie, enfin, bref, tous ces secteurs essentiels, mon commissariat avec le ministère du Travail a mis en place une plateforme pour vous aider à recruter. Plateforme qui s'appelle Mobilisation pour l'emploi que vous pouvez retrouver sur le web avec les services de Pôle emploi qui sont à votre service pour vous aider à trouver les personnels et puis les ressources nécessaires pour rendre vos services essentiels au pays. Et puis aussi les entreprises sociales et notamment les entreprises de travail temporaire d'insertion que nous avons mobilisées et qui sont maintenant à votre service pour vous répondre en moins de 12 heures aux besoins pour pouvoir maintenir ou développer les activités que vous portez chacun dans vos petites et dans vos moyennes entreprises et dans vos grandes entreprises évidemment. Et puis deux dernières actions, une opération avec Gardons le lien et connexion d'urgence pour équiper avec 50 000 ordinateurs les personnes âgées, les personnes malades qui sont isolées ou les jeunes, nos jeunes, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, mais des jeunes issus de milieux modestes, pour que nous puissions les équiper, les accompagner dans leur soutien scolaire. Donc, si vous êtes une entreprise, que vous avez envie ou de participer au financement de ce type d'opération, ou que vous avez des ordinateurs, des stocks d'ordinateurs en fin de vie à nous partager, c'est bienvenu. Et puis, la dernière opération sur les repas solidaires, on a mobilisé beaucoup d'entreprises sociales, d'ESAT, de structures d'insertion pour fabriquer des repas. On peut déjà en fabriquer plus de 30 000. C'est notamment l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, et puis la Fédération des entreprises d'insertion qui sont à l'initiative de ça, en lien avec la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, pour pouvoir finalement utiliser la capacité de ces entreprises à fabriquer des repas pour les mettre à disposition des personnes qui souffrent de cette crise sanitaire. Je pense notamment aux étudiants sans revenus parce qu'ils ne peuvent plus travailler ou des personnes âgées, isolées, ou etc. Voilà, il y a plein de manières de pouvoir s'engager. C'était un petit peu le message que j'avais envie de vous dire, c'est qu'une crise comme celle-là, c'est en même temps l'occasion, par la solidarité, de pouvoir la transporter, enfin de pouvoir la traverser plus facilement, et puis en même temps de réfléchir et de commencer finalement à préparer le monde d'après, qui ne sera pas que différent de tout ce que nous avons bâti, mais qui va supposer quand même certaines inflexions dans la manière dont on pense, plus local, plus écologique, plus territorial et plus inclusif. Alors Thibaut, merci beaucoup pour cette intervention. Avant de vous libérer, si vous pouvez vous prêter au jeu de répondre à une question qui vous est destinée. C'était pas prévu, mais vous verrez. Pas de problème. Même deux ou trois. Je rappelle simplement donc l'usage de la plateforme, le chat. Donc vous ne l'utilisez que pour dire bonjour ou vous faire repérer à quelqu'un que vous avez vu. Pas de questions. Les questions sont posées sur l'onglet questions, donc le deuxième et le troisième. L'onglet sondage, on fera apparaître 4 sondages pendant la connexion. J'affiche de suite une première question pour vous, donc Monsieur le Haut-Commissaire. Donc bonjour, l'État des services se mobilise pour les salariés et les entreprises avec néanmoins quelques problèmes de mise en œuvre.
ne trouve-t-on pas que ne trouvez pas, ne trouvez-vous Que les pas chefs que les chefs d'entreprise et les d'entreprise, co-gérants, voilà, et les co-gérants oubliés. des TPE sont oubliés? C'est quelque chose qui revient depuis, Oui. depuis le dernier webinaire, ça revient. Ouais. Écoutez, en fait, alors, est-ce que les chefs d'entreprise ou les TPE sont oubliés? La première des choses, c'est, j'ai envie de dire, l'expression de ces webinaires et de ces temps d'échange, etc., pour remonter vos préoccupations, vos blocages, etc. Moi, personnellement, j'en anime trois par semaine également, et il y en a pas mal qui permettent tous les jours d'adapter les règles du jeu, les lois, les ordonnances, les règles du jeu pour pouvoir vous aider à traverser cette crise toute particulière. Donc, ce que je peux d'abord en premier lieu vous dire, c'est que la préoccupation, et j'ai très régulièrement, enfin évidemment au-delà même du ministère du Travail, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie et tous les membres du gouvernement, ils sont absolument tournés vers la préservation de votre réalité. Maintenant, pour avoir été moi-même entrepreneur, je sais très bien que, par exemple, la mise en place de l'activité partielle jusqu'au 29 mars, on avait un système d'information qui n'était pas fondé sur le système d'activité partielle, puisque il y avait 50 connexions momentanées qui pouvaient se faire au même moment. Évidemment que jusqu'au 29 mars, même si on avait pris les dispositions pour pouvoir couvrir vos salaires jusqu'à 4,5 SMIC. Avant, je vous rappelle que c'était limité au SMIC. Donc, c'est une mobilisation sans précédent pour vous accompagner. Mais il fallait que le système d'information et puis les équipes soient formées pour pouvoir le mettre en place. On voit bien quand même que depuis le 29 mars, c'est quand même, il me semble, plus de 6,5 millions de salariés qui ont quand même été traités là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour des patrons de TPE comme vous qui deviez faire votre paye à fin mars, apporter des réponses concrètes tous les matins à vos salariés? C'est sûr que ça crée de l'angoisse, ça crée de la difficulté et qu'on peut bien l'entendre. Mais en tout cas, on a vraiment ça en tête. La deuxième des choses, c'est le fonds de solidarité. Donc, vous allez évoquer, je crois que le fonds de solidarité qui est là pour… Oui. Voilà, de la DRFIP pour apporter des aides aussi aux entrepreneurs de TPE qui font moins d'un million de chiffre d'affaires pour pouvoir venir les soutenir dans leurs revenus et puis aussi peut-être demain dans la prise en charge d'un certain nombre de charges de loyer notamment, ce qui a été évoqué il y a 2 jours, je pense, par Bruno Le Maire. Voilà, donc est-ce que c'est suffisant? C'est justement ces webinaires-là, enfin voilà, et les questions que vous allez poser qui vont permettre peut-être de voir que de temps en temps, il y a la réponse à votre préoccupation et il suffit juste de vous la donner et puis de la mettre en place. Et puis de temps en temps, des trous dans la raquette. Et les personnes que vous avez avec vous aujourd'hui pour le webinaire de l'ASP, de la DRFIP et puis de la Direct sont là pour les remonter quotidiennement et puis adapter le système et se dire comment on va répondre mieux aux besoins des TPE. Donc, c'est pas suffisant. Désolé pour ça, mais on va continuer de bosser nuit et jour pour faire en sorte que à la fin nous soyons aussi nombreux à la sortie de cette crise que nous l'avons commencé. Alors juste une dernière et après on peut vous libérer. Nous ne survivrons pas longtemps en devant supporter les charges sociales et patronales dans cette période. Un report ne suffira pas. Est-ce envisageable de supprimer ces charges? C'est 42 votes, 43 votes même sur cette question et il y en a beaucoup derrière qui ont beaucoup de votes aussi. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui dans les ministères? Est-ce que c'est un sujet qui est évoqué? Oui. Alors, je parle sous couvert. Après, d'ailleurs, il y a des sujets. C'est pas à moi d'en décider. C'est évidemment pas à moi d'en décider seul. Ça se passe au ministère de l'économie, par exemple, sur ces sujets-là. Simplement, il est évident que se pose la question, et d'ailleurs ça a déjà été évoqué par le ministère de l'économie, que le report des charges ne peut pas être une fin en soi dans toutes les situations. Le report des loyers, vous êtes une petite PME ou un petit restaurant ou un petit commerce qui a parfois en plus de ça déjà été fragilisé par les périodes précédentes. Je pense notamment à la période des Gilets jaunes et puis après d'ailleurs à la période des grèves. Et donc, si au moment de redémarrer votre activité, ce qui va parfois être assez difficile, vous avez en plus de ça des surloyers à payer, des échéances de charges qui sont plus importantes que d'ordinaire, etc. Dans un certain nombre de cas, ça ne sera pas possible. Et donc,
je dirais que là, dans cette première phase d'urgence, il fallait déjà au moins éviter les faillites du premier mois en suspendant, en reportant les charges. Et maintenant, on rentre dans un temps où il va falloir préparer la période d'après le Covid. Et un certain nombre d'arbitrages vont devoir être faits parce que vous imaginez bien que le gouvernement n'a pas mis en place toutes ces mesures-là pour éviter les faillites aujourd'hui. Si c'est pour que on entraîne dans les mois qui vont suivre le Covid un grand nombre de faillites et d'emplois. Donc maintenant, vous savez bien aussi que ça dépend de secteur à secteur, que la réalité des petites entreprises n'est pas la même que la réalité des grandes entreprises, que certains types d'activités ne sont pas sujets aux mêmes contraintes que d'autres, que les modèles économiques ne sont pas les mêmes et que le poids des loyers n'est pas le même dans certaines industries que dans certaines autres. Donc, c'est là où clairement le gouvernement est en train de regarder de manière à faire en sorte que la sortie de crise soit possible. Désolé de ne pas pouvoir en dire plus que ça, sinon que cette préoccupation que vous avez, elle est tout à fait légitime et qu'on l'a bien en tête, il me semble, dans le gouvernement. Merci beaucoup Thibaut Gully de toutes ces précisions. Donc voilà, vous avez fait l'exercice de répondre à 2 questions. Vous pouvez rester si vous avez encore quelques minutes. On va enchaîner donc les questions. Donc les jours fériés restent-ils à la charge de l'employeur ou doivent-ils être intégrés au chômage partiel? Je rappelle que nous avons les 3 institutions, donc la DRFIP, nous avons l'ASP et nous avons la Direct. Un petit problème technique avec la DRFIP fait qu'il est au téléphone. Donc, on essaiera de bien entendre ses réponses lorsqu'il y aura des sujets pour la DRFIP. Et le 14 prochain, nous serons essentiellement donc sur le crédit et le financement avec la BDF et la Fédération des banques et la BPI. Donc, la question s'est effacée parce que Thibaut Gully a dû faire une mauvaise manip. Donc, les jours fériés restent-ils à la charge totale de l'employeur ou doivent-ils être intégrés au chômage partiel? Alors, si vous le permettez, je me permettrai d'élargir un petit peu le sujet en introduction avant de rentrer dans le détail pour expliquer, comme ça a été dit, un peu où nous en sommes régionalement sur l'activité partielle. Donc, j'essaie d'être synthétique et rapide. À ce jour, on a 67 000 entreprises qui ont déposé une demande d'activité partielle. Ça représente 532 000 salariés. Donc, c'est considérable. Alors, j'ai bien conscience qu'il reste quelques cas, quelques entreprises, donc 2 à 3%, qui n'ont pas encore réussi à créer leur compte. Et je pense que l'ASP, Yannick Ponteillet, précisera les choses. On a bien conscience de cette difficulté. Je veux simplement indiquer ici que le délai des 30 jours qui a été initialement prévu, il est reporté jusqu'au 30 avril. Donc, les entreprises auront jusqu'au 30 avril pour faire leur demande de remboursement du mois de mars. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comme j'ai indiqué les fois précédentes, donc on a mis en place une automatisation des autorisations de mise en chômage partiel et désormais, on est aussi sur une automatisation des demandes d'indemnisation. Depuis hier, donc ces demandes sont automatisées au bout de 5-6 jours. Ce qui veut dire très concrètement qu'en matière de délai de paiement, entre le moment où la demande est validée et déposée et la demande est payée, Yannick donc précisera quels sont les délais, mais là-dessus on a des choses assez concrètes et assez rapides à dire. Mais j'ai bien conscience des difficultés des 2-3% qui restent et on essaye vraiment d'avoir un traitement, je dirais, très de proximité par rapport à ça. Troisième point, information aussi. Donc au niveau des directs, on a créé un numéro d'appel régional qui permet d'avoir des réponses sur toutes les questions réglementaires de régime d'aide ou de droit du travail. Donc c'est de 0806 000 126. Donc 0806 000 126. Et on a mis, je dirais, derrière ces numéros, on a vraiment renforcé notablement les équipes pour qu'il puisse y avoir un taux de réponse le plus important possible. Voilà, je tenais à dire ça en introduction parce que je pense que c'est des informations qui intéressent tout le monde et qui sont concrètes. Je ne sais pas si Yannick, peut-être sur les délais de paiement qui sont quand même un sujet très très important en ce moment avec les questions de trésorerie, peut-être des précisions me sembleraient utiles. Et après, on répondra sur les congés payés sans problème. Oui, assez rapidement, je suis désolé de faire… Oui. Voilà, mais on a quand même beaucoup de questions. C'est vrai que la présence de Thibaut Gully a mobilisé un petit peu de temps. On avait pris 20 quarts d'heure, on a un petit peu débordé. Mais voilà, peut-être de façon synthétique, de dire un peu ce qu'il en est. Oui, alors non, mais très rapidement, pour poursuivre dans le raisonnement,
les demandes, on a eu des évolutions donc, du système d'information extrêmement importantes encore cette semaine. Ce soir, il y a à nouveau des traitements de masse qui vont permettre de débloquer un certain nombre de comptes. Donc, à partir de ce soir, le portail va être bloqué là, pour le week-end. Et on est dans une phase où on commence à monter en puissance sur les paiements. On a eu déjà plusieurs séries de paiements. Le délai de paiement, c'est-à-dire entre le moment où la demande d'indemnisation est validée et le moment où l'argent tombe sur les comptes, on est en gros sur un pas de tir de 1 semaine à 10 jours. Évidemment, ça c'est vrai pour les demandes d'indemnisation qui passent à travers les filtres de quelques contrôles qui sont embarqués dans les traitements batch. Et je reviens sur ce que j'avais eu l'occasion de dire. Parmi les éléments de préoccupation sur lesquels j'attire l'attention, il faut bien sûr être extrêmement vigilant à la qualité de la saisie du numéro SIRET qui peut être un élément de blocage. Il y a des SIRET qui sont inactifs et des SIRET qui sont rattachés à des entreprises qui sont en règlement judiciaire, en redressement, et des éléments qui vont occasionner des blocages. Voilà, c'est tout ce que je dis à ce stade-là. Ok, voilà. Donc, pour la question, donc Élodie voilà, Blondier, sur la question des congés, qui est notre référente régionale, quelle est la réponse? Oui, alors en fait, les jours fériés non travaillés, c'est important, doivent être payés à taux plein pour les salariés. Voilà, on prendra éventuellement en compte les jours fériés travaillés, et c'est pour ça qu'on vous demande d'indiquer la journée de solidarité notamment. Donc ces jours sont bien couverts par l'indemnisation. Hein, c'est ça la réponse. Alors, les jours fériés habituellement non travaillés, c'est-à-dire où le salarié était en jour férié chez lui et payé avec son salaire plein. Ceux-là doivent rester payés avec un salaire plein. D'accord. Mais du coup, vous ne pouvez pas indemniser votre salarié à, par exemple, je vais vous prendre un exemple, vous ne pouvez pas indemniser votre salarié à 70% de son salaire brut si d'habitude, par exemple, si on prend le 1er mai, si d'habitude le 1er mai, vous êtes fermé. D'accord, si on prend le lundi de Pâques, puisque nous arrivons au lundi de Pâques, voilà, donc, prenons le cas, donc qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril sur les déclarations? Sur la journée du lundi de Pâques, ils la déclareront travailler. D'accord, voilà. Donc, comme ça, c'est un cas concret. La perte de chiffre d'affaires et donc de marge ne nous permettra pas de payer les reports de charges. Comment pouvez-vous nous aider pour compenser ces pertes? Alors ça, c'était une question plus d'ordre général qu'on aurait pu poser effectivement à Thibaut Guilhuy. Est-ce que sur les trois et si côté finances publiques, il y a quelque chose à apporter? Sur la question elle-même, je vais faire comme mon homologue de la directe. Je voulais introduire en évoquant deux sujets, les deux sujets qui sont suivis par les finances publiques. En premier lieu, le sujet qui est certainement plus d'actualité, qui concerne l'aide de 1 500 €. D'indiquer qu'à la date du 8 au soir, au niveau national, il y avait plus de 700 000 demandes qui avaient été déposées par des entreprises et qu'à cette même date, il y avait plus de 400 000 entreprises qui avaient déjà bénéficié d'un paiement. C'est important. Si je retranscris ça au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, du département de la Gironde, pour le département de la Gironde, on est sur une échelle de 13 330 entreprises qui ont déjà bénéficié d'un paiement, d'un versement, et à hauteur de 17 millions d'euros. Voilà. C'est la première mesure, c'est la mesure la plus immédiate et la plus importante pour les entreprises, parce qu'elle vient abonder directement leur trésorerie. S'agissant de l'autre volet des mesures qui concernent les reports d'échéance ou les plans de règlement d'échéance fiscale, de la même façon, je voulais dire qu'au niveau de la Gironde, on est à peu près à 2000 demandes déposées par les entreprises pour un montant d'environ 40 millions d'impôts ou de pénalités qui sont visés par ces demandes.
Voilà, au niveau des précisions sur les dispositifs qui sont suivis par les finances publiques. Donc on est sur des effets de masse très importants et toute la célérité est mise en œuvre pour alimenter, soit en allégeant la trésorerie, soit en l'amendant pour la trésorerie des entreprises. Sur la question de la perte de chiffre d'affaires, la réponse elle est dans les aides qui sont versées actuellement, hein, puisque cette aide de 1 500 €, même si le montant paraît faible pour certaines entreprises, elle a bien vocation à compenser une perte de chiffre d'affaires. Pour l'aspect trésorerie pure, c'est-à-dire impasse de trésorerie, ce sera le second volet de cette aide financière du Fonds de solidarité. Hein, c'est une aide qui sera pilotée par les régions, versée par les régions, et ce second volet d'aide du Fonds de solidarité, il a vocation plutôt à prendre en charge les impasses de trésorerie des entreprises, de façon à pouvoir les accompagner. Le montant maximum sera de 2 000 € dans ce cas. Voilà à peu près ce que je peux évoquer sur cette question. Très bien, je vous remercie. Je rappelle qu'un sondage a été publié. Vous pouvez aller le compléter pour ceux qui n'y ont pas encore été. Êtes-vous en mesure de nous confirmer que le délai de remboursement du chômage partiel avancé par les entreprises sera de maximum 12 jours après la déclaration, comme l'a annoncé Madame Pénicaud, ministre du Travail? Ça, c'est pour Elodie, pour les ASP, ça. Vous avez créé votre demande d'autorisation, elle a été traitée, vous bénéficiez donc d'une demande d'autorisation validée. On a désormais un traitement qui va permettre, donc vous saisissez votre demande d'indemnisation et à compter de la validation, à compter de la saisie, disons, validation de votre saisie, un traitement automatique est mis en place pour, à défaut d'une validation express par les équipes Pascal Aprédéris, sous 5 jours, je parle sous son contrôle, donner lieu à une validation automatique, tacite. C'est un peu la même chose que pour les demandes d'autorisation préalable pour la demande, pour la décision d'octroi. Au-delà de ce délai de 5 jours, donc là, la demande étant au statut validé, on va avoir tout le processus qui amène au paiement et au versement sur votre compte qui va durer au minimum une semaine et parfois un peu plus. Alors évidemment, quand on a un jour férié au milieu ou des choses comme ça, les délais interbancaires peuvent intervenir là-dedans. Effectivement, si vous prenez les 5 jours plus une semaine, on est en gros dans 12 jours qui seront les délais pour le cas qui passe à travers les mailles du filet lorsqu'il y a quelques contrôles qui sont mis en place. Et voilà, c'est ça qui est très important, c'est qu'évidemment, il peut néanmoins y avoir, non pas des accidents, mais des dossiers qui rencontrent des critères qui justifient que l'on n'ait pas la mise en paiement. Mais ça reste des cas relativement limités. Très bien, merci. Oui, si je peux, voilà, oui, si je peux juste ajouter une précision, ça c'est nouveau d'aujourd'hui. Donc, l'automatisation, en fait, elle va être désormais sous 24 heures. Donc, c'est-à-dire que logiquement, il n'y aura pas plus d'une journée de traitement côté service direct. Donc, normalement, dans ce contexte-là, effectivement, je n'avais pas cette info-là. Sous 12 jours, normalement, c'est conforme en tout cas au train de paiement. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est possible parce que, alors qu'on avait des trains de paiement relativement rares, on va en faire minimum 2 par semaine. Donc voilà, c'est ce qui est validé avec le cabinet. Et donc le calendrier de paiement est aussi validé au plus haut niveau. Et on a au minimum 2 trains de paiement par semaine. Question pour la DRFIP, l'aide de 1 500 € sera-t-elle reconduite et sur quelle période? Envisagez-vous une majoration pour se mettre au niveau de l'Allemagne, par exemple? Bon, il y a des comparatifs, mais déjà, est-ce que l'aide de 1 500 € sur le Fonds de solidarité est reconduite sur la période d'avril? Alors oui, tout à fait. L'ordonnance et le décret d'application prévoient la mise en place du fonds pour une période de 3 mois. Donc logiquement, le dispositif
va être reconduit déjà pour avril et devrait l'être pour le mois de mai également. Je parle au conditionnel, compte tenu des évolutions qui viendraient sur l'épisode confinement. Mais effectivement, la durée de vie de ce fonds, telle qu'elle est prévue légalement à ce jour, est de 3 mois. Alors, question également pour la DRFIP. J'ai fait une demande d'aide pour les 1 500 € le 1er avril et je n'ai pas de nouvelles sur mon compte ni de refus. Est-ce normal? Vous devriez avoir en retour un accusé de réception de votre demande. Pour le paiement, les premiers paiements ont été réalisés au niveau national. Hein, c'est un dispositif national, hein, c'est piloté au niveau central. Les premiers paiements ont eu lieu en début de cette semaine. Donc, vous devriez avoir, s'il n'y a pas d'anomalie, vous devriez avoir l'information concernant le paiement très rapidement. On est à peu près à J+5 actuellement et on va évoluer très vite sur J+3, voire J+2. Hein, il a fallu lancer le dispositif. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif de gestion automatisée, de gestion de données en masse, réalise quand même un certain nombre de contrôles de cohérence. On doit systématiquement avoir un numéro sirène qui soit actif. On doit avoir un compte bancaire pour l'entreprise sur lequel on demande le versement de l'aide qui doit être connu des services fiscaux. Et effectivement, les rejets qu'on peut avoir à ce jour, qui donneront lieu à un traitement manuel et donc à des délais de paiement plus importants, ce type de rejet est essentiellement lié à ce type d'anomalie. Merci. Pour la directe, quelles sont les conditions et les modalités pour mettre en place une convention de FNE formation pour les salariés en chômage partiel, plafond pédagogique, prise en charge des salaires? Alors, oui, comme vous voulez. juste en intro, dire que possible, mais ça l'a été déjà, hein, c'est que évidemment les personnes en chômage partiel ont tout à fait le droit de se former. Hein. Alors, il était prévu dans l'ancien système avant le 1er mars que dans le cas où les personnes étaient formées, elles avaient droit automatiquement au maintien intégral de leur rémunération, donc 100% du net contre 84 ou 85% quand il s'agit de l'activité partielle classique. Donc, l'ordonnance d'urgence a supprimé cette bonification. Donc, c'est-à-dire que les salariés qui sont en activité partielle et qui se forment, donc ils sont rémunérés sur la base des 85% du net et non pas sur des 100%. Qui est un dispositif qui a été, dont l'objectif est qu'il soit largement développé dans les mois qui viennent. Effectivement, il y a une communication qui date d'hier, hein, et donc Elodie, quelles sont un peu les principales données de cette communication d'hier? Oui, alors sur la partie FNE formation, du coup, il y a des améliorations qui sont en cours par rapport au système d'avant et donc par rapport aux fiches que vous pouvez trouver sur le site du ministère, par exemple, il y a du coup une amélioration de la prise en charge avec un objectif de prise en charge de 100% des coûts pédagogiques et puis aussi une simplification parce qu'on était sur un système de subvention, donc signature, entreprise, État. Là, aujourd'hui, on va faciliter le système pour justement gagner aussi en délai. Et vous allez pouvoir faire, dès que ce sera mis en place sur le site, votre demande directement sur le site l'extranet activité partielle. Et à quel moment ça va être en place sur le site? Alors, on n'a pas encore de délai. Ils travaillent jour et nuit pour que ça soit fait bien. Voilà, peut-être que… Non, mais effectivement, oui, ça fait partie des sujets qui sont directement en perspective et qui sont un peu sur le dessus de la pile. Je ne cache pas qu'il y a beaucoup de sujets encore, y compris des points réglementaires qui restent à caler, et donc il nous faudra trouver la possibilité de les traiter. Voilà, on a d'autres évolutions aussi qui sont en cours, notamment pour permettre et faciliter un paiement en avance de phase pour les entreprises qui sont en difficulté financière. Ça fait partie des sujets qui sont vraiment sur le dessus de la pile. Pour un service le plus abouti possible. Et juste peut-être pour finir sur cette question, par rapport, il y avait la troisième question de cette personne. La partie rémunération, du coup, est prise en charge par l'activité partielle.
dans le cadre de l'allocation. Et je voudrais faire une précision parce que je vois que dans le chat, il y a une incompréhension par rapport à la réponse. C'est bien le délai des indemnisations qui est ramené à 24 heures. Celui des autorisations, donc on vous autorise à avoir recours à l'activité partielle, ça c'est toujours 48 heures. Est-ce que le Covid-19 peut constituer un cas de force majeure pour rompre de manière anticipée un CDD? Alors, moi je dirais le CDD, donc les personnes en CDD sont éligibles à l'activité partielle. Hein, donc de ce fait-là, je pense que la bonne réponse est vraiment de les mettre en activité partielle. En cas de rupture, cas de force majeure, je pense qu'il y a un gros risque judiciaire après coup. Hein, si vraiment, donc moi je déconseillerais cette solution-là. Et sur le même registre, les ruptures conventionnelles qui ont été démarrées avant le confinement, est-ce que les dates sont d'autant reportées du confinement ou est-ce que ça continue? Alors c'est vrai que j'avais promis la dernière fois de répondre aujourd'hui à la question, donc les choses sont à peu près claires. C'est vrai que l'ordonnance du 25 mars sur l'état d'urgence sanitaire a effectivement gelé tous les délais de procédure civile. Donc les ruptures conventionnelles sont dans ce cas-là. Donc ça veut dire concrètement qu'entre le 12 mars, donc cette période de gel, si on peut dire, des procédures, c'est entre le 12 mars et le 24 juin jusqu'à présent. Hein. Après le 24 juin, c'est un mois après la date qui est prévue actuellement comme fin, mais ça peut changer évidemment en fonction des circonstances, qui est le 24 mai. Donc ça veut dire que c'est effectivement, pendant ces périodes-là, il ne se passe rien, donc il n'y a pas non plus naissance de décision implicite, parce que vous savez que les ruptures conventionnelles, au bout de 15 jours ouvrables, il y a une décision d'autorisation. Ben ça, c'est bloqué pour l'instant. Donc c'est vrai que ça gèle les ruptures. Par contre, ce que nous a précisé la Direction générale du travail récemment, c'est qu'il est prévu qu'il y ait une ordonnance qui devrait sortir entre le 16 et le 20 avril, qui sorte les ruptures conventionnelles du champ d'application de cette affaire-là, hein, ce qui veut dire qu'on pourrait dégeler, entre guillemets, les processus de rupture conventionnelle. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, si vraiment il y a des situations d'urgence ou particulières, on peut, ça n'interdit pas qu'il y ait des décisions expresses qui soient prises, mais bon, c'est vrai qu'on est très mobilisé sur l'activité partielle, donc voilà, donc je pense qu'il faut peut-être user avec modération de cette possibilité-là, mais bon, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les ruptures conventionnelles. Quelle rémunération pour les apprentis si 70% du taux horaire est inférieur à 8,03 €? Alors, donc je vais essayer d'être le plus précise possible. Il a été convenu que c'est dans du coup l'ordonnance du 27 mars, c'est précisé aussi. Les apprentis, pour la majorité, ont des taux horaires habituels inférieurs à 8,03 dans leur salaire antérieur, c'est-à-dire hors activité partielle. Et donc, eux, quand on les met en activité partielle, il faut leur maintenir 100% de leur rémunération, puisqu'ils étaient déjà en dessous du plancher de 8,03 €. Mais là, du coup, c'est vraiment que certains cas, c'est là une minorité, en fonction de leurs années aussi, voilà, d'expérience. S'ils sont au-dessus, du coup, de ces 8,03, on les prend comme des salariés habituels et du coup, on leur applique le 70%. Mais le plancher de 8,03 €, il est valable, du coup, dans ce cas-là aussi. Je ne sais pas si j'étais claire. C'est-à-dire qu'en gros, l'apprenti, quand il a moins que le SMIC, il garde son salaire habituel. Et s'il est au-dessus du SMIC, bah, il est écrété à 70% du brut. C'est ça? C'est ça, mais dans la limite de 8,03. Dans la limite, voilà, exactement. Je rappelle que ce webinaire peut être donc réécouté. Vous recevrez tous un mail à la fin du webinaire vous permettant de vous reconnecter et si vous voulez, voilà, bien écouter les réponses que tu t'es données, vous pouvez le faire dans un deuxième temps. Oui, Mme Gandier, je précise que sur la question des apprentis, puisqu'il y a eu, il y aura un correctif qui sera apporté sur du coup l'ordonnance du 27 mars justement pour bien préciser ce que je viens de vous expliquer de manière très très claire et ce sera écrit et là on l'attend dans les prochains jours. Est-ce normal que depuis le 18 mars, nous n'avons pas encore reçu l'habilitation de la DIRECT pour le chômage partiel? Alors, je vais la prendre celle-là, puisque l'habilitation ne vient pas directement de la DIRECT. En fait, c'est un processus
Donc, je rappelle donc, on peut dire que ce n'est pas normal. Il y a effectivement un certain nombre de difficultés encore sur le site. Ce que je peux dire, c'est que l'immense majorité maintenant des problèmes d'habilitation que nous avions rencontrés au départ et qui étaient liés à des engorgements du système en grande partie sont résolus. Néanmoins, un nombre encore important d'employeurs trouvent des difficultés à aller jusqu'au bout. Pas forcément toujours lié à des problèmes qui sont liés au système en tant que tel, mais c'est à la compréhension de la procédure, le changement de mot de passe, les interactions qu'il peut y avoir aussi lorsque vous avez un compte déjà connu de l'ASP, mais qui n'était pas rattaché pour cet établissement, des conflits sur des adresses mail, des questions secrètes que vous avez oubliées, etc. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il faut faire appel à toutes les ressources d'assistance qui sont à votre disposition. La première, c'est pour conduire toute cette phase de réinitialisation de votre mot de passe et de votre compte, regardez la procédure qui a été mise en ligne sur la page d'accueil de l'extranet. Et ensuite, vous avez bien sûr la possibilité, lorsque vous avez épuisé toutes les tentatives, de faire recours au numéro d'assistance de l'activité partielle, donc le 0800, que je ne me trompe pas, on vous le redonnera parce que je ne l'ai plus en tête. J'aurais dû le noter. Voilà, 705 800, 0800 705 800. On est aujourd'hui sur des taux de réponse qui sont nettement meilleurs. Ça peut encore paraître évidemment très dégradé par rapport à ce à quoi on peut parfois être habitué. Mais aujourd'hui, disons qu'un employeur, au bout de 3 tentatives en moyenne, il arrive à nous joindre. Et donc, on arrive à satisfaire la plupart des demandes qui vont déboucher parfois sur la mise en place d'un processus de renouvellement de votre compte. Donc, si vraiment il y a un facteur de blocage. Il reste quelques cas assez précis où on n'arrive pas encore à s'en dépatouiller, qui sont notamment, par exemple, pour les entreprises qui ont plus de 200 établissements. Il y a aussi les entreprises étrangères pour lesquelles on a un certain nombre de sujets nouveaux devant nous. Il y a 8000 entreprises étrangères avec d'autres conséquences derrière. Et pour je dirais, l'immense majorité des entreprises, on est en mesure d'apporter des solutions aujourd'hui. Est-ce que Pascal, un suivi personnalisé va être mis en place pour traiter vraiment des cas un peu pointus. Il faut redire peut-être, pour être bien clair, que compte tenu de ces difficultés-là, donc le ministère du Travail a décidé de reporter jusqu'au 30 avril la date limite. Donc il y aura pas je dirais, de préjudice pour ces entreprises. Alors évidemment, ça retarde le remboursement des avances. On est bien conscient de ça. Et ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est une fois que les demandes d'indemnisation sont validées, dans ce cas-là, l'applicatif permet de faire une copie d'écran qui indique le montant de l'aide qui sera versée à l'entreprise. Donc, ça peut éventuellement être de nature à faire patienter un banquier si vraiment il y a une difficulté de ce côté-là. Peut-on cumuler pour un salarié en arrêt de travail de garde d'enfants jusqu'au 15 avril et après en chômage partiel du 16 au 30 avril? Alors, Élodie, l'articulation maladie et activité partielle fait l'objet d'une annexe particulière dans le guide pratique, mais c'est vrai que ça peut être relativement complexe, mais je vous laisse y aller. Oui, c'est un peu complexe, donc vraiment, je vous invite à aller regarder sur le site du ministère du Travail. Donc, vous cliquez sur Infos utiles et dans ressources, site et ressources utiles, vous avez un question-réponse qui s'appelle Précision, évolution procédurale, et dedans, en annexe, et c'est vraiment décrit, il y a 2 pages de description pour tous les cas par rapport à la garde d'enfants et aux arrêts maladie. Et il faut distinguer si vous êtes en fermeture totale ou en réduction d'horaire. Et donc, si vous êtes en fermeture totale, on continue à prendre la partie indemnité journalière des arrêts maladie. Pour la question et donc du coup des gardes d'enfants qui est automatiquement renouvelée, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes en réduction horaire, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous invite votre cas est prévu dans cette annexe, je vous invite à aller voir. C'est plus simple. Voilà, parce que le principe étant qu'il ne peut pas y avoir de cumul à un mois donné sur des journalières. Donc voilà, donc c'est-à-dire quand il y a un arrêt total, donc là les choses sont claires. Par contre, quand il y a une partie de salaire versé, il ne peut pas y avoir trop de mélange de genres. D'où la règle qui a été énoncée par Élodie. En tout cas, de notre côté, il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire que ici, son arrêt maladie est fini, est terminé, et par ailleurs, son entreprise est déjà en activité partielle ou en fermeture et a déjà une autorisation, le salarié peut la réintégrer comme les autres salariés. Est-ce que l'arrivée des vacances scolaires va changer quelque chose sur les arrêts pour les arrêts de travail garde d'enfants?
Je pense que non, parce que bon, les parents sont obligés d'être là pour tant qu'il y a le confinement, ils sont obligés d'être là en garde d'enfants. Le fait qu'il y ait congé scolaire ou pas, ça n'a pas d'incidence. Après, si les salariés sont eux-mêmes en congé, c'est un autre sujet, évidemment. Hein, Oui, voilà, c'est ça la question de fond. si les salariés sont en Est-ce que vous êtes congé, placé en congé par votre s'ils avaient employeur? prévu des congés et s'ils sont en congé, évidemment, ça suspend l'indemnisation du chômage partiel parce que les personnes à ce moment-là sont en congé. Et donc financé entièrement par l'entreprise quand elles sont en congé. Merci. Face à une promesse d'embauche adressée et acceptée avant la crise, peut-on rompre l'engagement au titre de la crise? Alors, sur ce point, oui, comme vous voulez. Oui. Bon, les promesses d'embauche en termes de jurisprudence, c'est relativement complexe. Ce que je peux dire quand même, et ça répond pas à la question, c'est que pour le salarié qui avait une promesse qui n'est pas honorée du fait de la crise, tout récemment, il a été convenu qu'il serait éligible à l'indemnisation au titre du chômage. Hein, c'est quelque chose qui a été annoncé hier ou avant-hier, qui fera l'objet donc d'une ordonnance. Par contre, sur la question en tant que telle, donc la question c'est la valeur d'une promesse d'embauche. Est-ce que voilà, donc Élodie, j'avoue que c'est très, enfin, bon, Oui, oui, on a déjà eu le cas et on a pris une position hein, qui est, c'est vrai qu'une promesse d'embauche, c'est un acte qui a quand même une valeur juridique et on va la considérer comme une signature de contrat. Après, il faut vraiment regarder comment elle est rédigée. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Il faut quand même regarder aussi la manière dont elle est rédigée, mais oui, on va considérer que le contrat aura déjà été signé. Merci. Pour la DRFIP, je pense, cette question étant en SASU, puis-je me rémunérer en dividende? Monsieur Gonzalez? Ah, on a perdu Monsieur Gonzalez. Est-ce que vous m'entendez? Ah, on vous entend. Donc, une question, donc, étant en SASU, puis-je me rémunérer en dividende? Il n'est pas interdit de percevoir des dividendes. L'interdiction, ou en tout cas l'exclusion du bénéfice de l'aide solidarité, elle concerne les grandes entreprises. Elle concerne les grandes entreprises uniquement qui doivent prendre un engagement lié à ne pas verser de dividendes en 2020 et à ne pas procéder à des rachats d'actions en 2020. Donc pour une TPE, qui n'est pas une grande entreprise, si je dois préciser encore la notion de grande entreprise, on a affaire vraiment à des structures avec une grande surface, et avoir au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. Donc on voit que la PME définition européenne et dans ce cadre, donc la question est oui, on peut tout à fait bénéficier de l'aide parce que le dividende il rémunère le dirigeant de la société et l'aide elle rémunère, elle vient compléter la trésorerie de l'entreprise. Alors, j'enchaîne sur une autre question qui vous concerne justement aussi. En ce qui concerne le fonds de solidarité, peut-on faire une demande pour 2 co-gérants d'entreprise? Si oui, l'aide de 1 500 € sera-t-elle doublée? Je n'ai pas entendu, vous pouvez redire? En ce qui concerne le fonds de solidarité, peut-on faire une demande pour 2 co-gérants d'entreprise? Si oui, l'aide de 1 500 € sera-t-elle doublée? Non. Les demandes, elles concernent l'entreprise. Elles ne concernent pas les personnes physiques qui sont dirigeants de cette entreprise. Donc, l'entité bénéficiaire de l'aide du fonds de solidarité est l'entreprise. Donc, il y aura une seule aide pour une entreprise si elle remplit les conditions d'éligibilité, quel que soit le nombre de dirigeants de cette entité. Je vous remercie. On va passer 2 dernières questions. Peut-on poser plus de 6 jours de peut-on faire poser plus de 6 jours de congé à nos salariés durant cette période? Si oui, anticipation sur congé 2020-2021? Réponse, donc l'employeur ne peut pas imposer des congés, hein, donc prévu par l'ordonnance est effectivement que dans certains cas, s'il y a un accord d'entreprise ou un accord de branche, dans ce cas-là, effectivement, l'entreprise peut imposer 6 journées de congé pendant cette période de confinement. Cela étant, l'employeur, par contre, a la maîtrise des jours des CET, par exemple, et des récupérations. Voilà.
elle peut les imposer. Par contre, sur les congés payés en tant que tels, ce n'est possible uniquement s'il y a un accord d'entreprise ou un accord de branche. Très bien. Je vous invite à aller dans la partie sondage pour finaliser donc les réponses. Et donc, on va mettre une dernière question. Les associations sont-elles éligibles au fonds de solidarité de 1 500 €? Monsieur Gonzalez, nous a-t-il entendu? Oui, on vous entend, Monsieur Gonzalez. Les associations sont-elles éligibles au fonds de solidarité de 1 500 €? Oui, en principe, elles sont éligibles. Très bien. Très bien, je vous remercie. Et j'en passe une dernière parce que c'est vrai qu'on a passé un petit peu de temps avec Thibaut Guilhuy. Alors, il y a eu un certain nombre de messages parce qu'il parlait trop, c'était un monologue. Bon, on avait pris cette option, effectivement, de le faire intervenir pour que Paris voit un peu que nos régions se bougent et que toutes nos organisations professionnelles se mettent en ligne et qu'elles voient aussi qu'on sait solliciter nos institutions locales et que les directeurs jouent le jeu. Et encore une fois, on vous en remercie. Donc, c'est un petit peu perturbé. Bon, j'avoue que je comprends aussi ceux et celles qui n'étaient pas très contents et qui auraient voulu plus de questions. J'avais donc, et j'affiche une dernière question. Donc, la reconduite nécessite que nous fassions de nouveau une déclaration de perte de CA de 50%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, oui, voilà, oui. Donc, Monsieur Aprédéris? Non, c'est pour le fonds de solidarité, donc je pense que c'est M. Martinez qui peut répondre. Oui, oui. Est-ce qu'il nous entend, Monsieur Gonzalez? Monsieur Gonzalez, donc la reconduite donc sur le fonds de solidarité nécessite toujours une déclaration de perte de chiffre d'affaires de 50% sur le mois d'avril 2019. Voilà, en principe, on va décaler la mécanique qui a été mise en place pour le mois de mars, qui était comparé mars 2020 à mars 2019. Eh bien, on va glisser sur les mois d'avril, en principe, d'avril 2020 à comparer à avril 2019. D'accord. Le dispositif est reconduit à l'identique, qui est probable. Merci. Écoutez, on a un petit peu dépassé d'une heure. Merci à nos intervenants de s'être prêtés une nouvelle fois au jeu. Nous allons tester en début de semaine de récupérer des questions sur lesquelles nous n'avons pas apporté de réponse pour leur joindre des réponses. On avait d'ailleurs, Monsieur Aprédéris nous avait envoyé des réponses sur le dernier webinaire. Donc, on est en train de regarder quelle est la meilleure forme pour les envoyer à tous les internautes pour que tout le monde ait une réponse à sa question. Le programme pour mardi prochain, donc le 14 avril, nous serons donc sur le crédit et le financement. Donc, c'est un sujet d'actualité. BPI, Banque de France, ainsi que je cherche mon intervenant, la Fédération des banques, voilà, et le Conseil régional qui viendra nous parler du dispositif qu'il a mis pour accompagner les entreprises. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Et puis encore une fois, si certains n'ont pas été très contents de ce monologue, je l'entends, mais encore une fois, on expérimente tous ensemble. Donc, on réussit tous ensemble ou des fois, on réussit moins tous ensemble. En tout cas, merci encore une fois de la mobilisation de nos institutions puisque c'est fortement appréciable d'avoir vos interventions de qualité, DRFIP, ASP et Direct. Mille merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.